merci d'être venu écouter ça. Merci d'avoir organisé ça pour que je puisse vous faire partager cette méthode, ce travail en fait, que j'ai découvert moi, il y a maintenant 5-6 ans et qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Au-delà des aspects techniques et des stratégies qu'on va pouvoir mettre en place dans ce travail-là, c'est aussi tout un tas de valeurs et de messages qui vont être transcriptibles, je ne sais pas si c'est français de dire ça, dans la vie quotidienne et même dans notre vie en société. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu aussi en parler ici, notamment sur la portée par rapport à l'apprentissage et donc à l'éducation aussi. Tout ce que cette méthode-là m'a apporté comme information et comme réflexion sur ces domaines-là qui sont pas mal abordés ici. Plus fort ? Prends le micro ? Ouais, parce que je parle pas fort. Alors, donc ça c'était pourquoi. Feldenkrais, en fait, c'est le nom de Moshe Feldenkrais. Donc il n'est pas allemand, il est israélien. Et il a vécu dans tellement de pays que je ne vais pas aborder ce sujet. En fait, lui, il était à la fois docteur en physique et praticien de judo. Il a créé le premier judo club de France à Paris là, dans les années 50, avec Maître Cano. Donc, dans son travail, on va retrouver les deux influences de ces deux visions du monde vraiment différentes, hein, avec la vision plus occidentale, très analytique, d'où la méthode le rapport avec la méthode scientifique, hein, qui est des docteurs en physique, donc c'est quelque chose qui est très palpable, et les philosophies plutôt orientales, où il y a plus quelque chose de global. Vous voyez, on voit plutôt un ensemble. On enlève ça. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi là-dedans. Pourquoi il a développé cette méthode ? C'est parce qu'il a eu un problème, il s'est blessé au genou, que les médecins lui disaient qu'il ne pourrait jamais s'en sortir, qu'il n'y avait pas d'opération possible. Du coup, lui, il a essayé de trouver une solution, en fait. Et il s'est rendu compte que c'était en travaillant sur sa manière de bouger, sa manière de s'organiser, qu'il allait pouvoir réussir à aller au-delà de ce traumatisme. Du coup, il a commencé à faire plein de recherches sur l'apprentissage, et notamment comment le système nerveux apprend, hein, et du coup intègre tout ce qu'on a à faire. C'est la grande différence entre nous et l'animal, hein, c'est qu'on doit tout apprendre. On a très peu finalement d'instinct. Je parle au niveau moteur. Hein, vous prenez une biche qui enfante un petit fan, il sait déjà marcher, il sait déjà faire quasiment la totalité de tout ce qu'il aura à faire dans sa vie. Parce que c'est des schémas moteurs qui sont situés ici, là. C'est presque des réflexes. Vous prenez un enfant, il sait faire très peu de choses. Et la taille, on voit ça, la taille du cerveau qui va vraiment beaucoup grandir en fait par rapport à l'animal qui a presque déjà la taille du cerveau de l'âge adulte. Donc il a commencé à chercher comment fonctionne le système nerveux, comment on apprend. Et on se rend compte d'ailleurs que d'avoir ce système-là, de devoir tout apprendre, mis à part la respiration, la digestion, qui sont des choses autonomes, heureusement. On peut les perturber par l'extérieur, mais normalement ça se fait tout seul. On se rend compte du coup que l'être humain a cette capacité de créer du coup des schémas moteurs particuliers, de créer des comportements, mais qui peut aussi faire marche arrière beaucoup plus facilement qu'un animal, d'où notre capacité d'adaptation. Vous voyez, vous faites un gros changement climatique, il y a pas mal d'espèces qui vont disparaître, parce qu'elles sont adaptées à un certain type d'environnement, et si on modifie trop de choses, elles ne pourront pas modifier leur comportement d'une telle manière qu'elles vont pouvoir se réorganiser et changer de direction. Donc ça c'est vrai que ça m'intéressait pas mal, parce que du coup, ça veut dire que finalement, il n'y a rien qui est figé dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à ce qu'on vit, en fait. Hein. C'est-à-dire, il y avait une phrase de Moshe Feldenkrais qui disait, voilà, c'est ça, rien n'est figé dans nos schémas, dans notre comportement, si ce n'est notre conviction qu'il l'est. Je ne sais pas si c'est clair, mais
cite pas très bien. Du coup, c'est vrai que c'était un message assez d'espoir pour moi, parce que ça voulait dire qu'on pouvait agir sur nous-mêmes pour peut-être modifier un petit peu le tir. Pas parce qu'on a rentré dans une direction qu'on va pouvoir, à un moment donné, changer un petit peu et modifier sa manière d'être. Voilà. Je parlais de schéma, on parle beaucoup de ça, parce que justement, on voit beaucoup plus un ensemble de choses. Pas forcément un segment, mais plutôt comment un schéma, c'est un ensemble de choses qui vont bouger ensemble. Si je pense au bras, là, donc j'ai mon bras, et puis après j'ai l'omoplate derrière, j'ai la clavicule, j'ai les côtes, j'ai le bassin, et tout ça va être en interaction. Et je ne peux pas travailler juste sur le bras si je ne prends pas en compte les autres parties de moi-même. Donc ça, c'est ça l'idée de schéma. Comme on va retrouver dans la nature, vous voyez, il y a des grands schémas, c'est des choses comme je sais pas, dans une forêt, on va avoir plein de strates végétales, et tout ça, ça va interagir. Et si on en enlève une, bah, c'est pas forcément aussi efficace que ça pourrait être. Bon, j'essaie de pas vous perdre. Du coup, on arrive des schémas vers la notion d'habitude. C'est-à-dire que chaque personne, dans cette pièce par exemple, a des habitudes qu'il a prises dans sa vie. Et moi aussi, et heureusement. C'est-à-dire qu'on va intégrer des choses qu'on fait quotidiennement pour pas avoir tout le temps à penser à comment je vais me brosser les dents. Ou, vous voyez, on fait des choses de manière automatique. Ça, c'est lié à un apprentissage. Ça peut être même une manière de marcher, par exemple. Il y a des gens qui vont marcher, pousser les jambes à l'intérieur. Nicolas Sarkozy, il marchait avec les couilles comme ça. Ça veut dire que dans son schéma, alors ces comportements, ils sont influencés par la génétique déjà, mais ensuite aussi, surtout, l'environnement dans lequel on vit, notamment la société dans laquelle on vit. Et ça va vraiment nous imprégner et modifier une grande partie de nos comportements. Pourquoi je parle de ça? Je vais essayer. Parce que c'est intéressant. Ça vous intéresse? C'est vraiment une réflexion, vous voyez, sur tout ça. Oui, parce que certaines habitudes sont adaptées peut-être à un moment de notre vie, mais au long terme, ne vont pas forcément être les mieux adaptées. Et ça veut dire qu'on va se retrouver parfois à générer de l'effort. Si on génère de l'effort, ça veut dire qu'il y a trop de travail par rapport à ce qu'on pourrait faire normalement, et on peut avoir, alors nous, dans ce travail-là, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des gens qui ont parfois mal aux genoux, mal à la hanche, ou à l'épaule, ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi des gens qui veulent bouger de manière plus fluide, ou avoir plus d'équilibre, ou simplement avoir une meilleure image de soi. Parce qu'on apprend à sentir tout ça. Du coup, pour sentir tout ça, justement, on a deux moyens. Il a développé deux types de travail un peu différents. Ça va être les cours collectifs. Donc je pourrais, vous êtes assis sur une chaise, par exemple, vous faire plein de mouvements que je vous donne par la parole. Je vous donne plein d'indices pour vous organiser. Est-ce que vous sentez vos deux ischions, par exemple? Est-ce que vous sentez les côtes? Et on va apprendre au fur et à mesure à développer le sens kinesthésique. On parle beaucoup des 5 sens, mais nous, on en développe un 6e, qui est le sens kinesthésique. C'est la capacité qu'on peut avoir à se sentir, à sentir son squelette, à sentir... Là, je sens que mon pied, je sais où il est dans l'espace par rapport à moi, sans le voir, sans l'entendre, sans lui avoir goûté, sans l'avoir entendu. Je sais qu'il est là. Et ça, c'est un sens qui, comme le goût, comme l'ouïe, comme l'odorat, il peut s'affiner. Vous voyez, il y a des gens qui sont capables de différencier cette eau d'une autre eau. Moi, je prends de l'eau, je peux sentir s'il y a vraiment une grosse différence, mais c'est en travaillant, c'est en faisant l'expérience de ces différentes choses qu'on peut apprendre à ressentir ça. Donc c'est vraiment une grande part de notre travail, c'est mettre les gens dans une situation d'expérience où ils peuvent apprendre à sentir parfois des parties de nous-mêmes qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Ça peut être la 7e cervicale, la basse côte ici. Là. Et au bout d'un moment, en fait, ça rentre dans notre image de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle, là, si j'y pense, hop, je peux sentir tout ça, je peux sentir que ça bouge. Et ça veut dire que je peux l'intégrer dans ma manière de bouger. Ça veut dire que je vais pouvoir, quand je bouge,
peut-être me réadapter et réorganiser des mouvements si je sens qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. C'est-à-dire que je peux revenir un petit peu en arrière et essayer autre chose. C'est vraiment le but de ce travail-là, c'est pas de forcément faire de la relaxation ou de détendre les gens, mais c'est de les rendre disponibles. C'est-à-dire disponibles, et là c'est là que ça va aussi au-delà du coup du travail forcément articulaire ou quoi que ce soit, c'est que quand on travaille sur le physique, moi je me suis aperçu que ça va quand même vachement travailler sur le psychique aussi. C'est là aussi où s'arrête cette méthode, là où on n'est que sur le physique. Et je parlais des causes des comportements, parfois c'est des causes psychologiques. Un stress, une angoisse, vous voyez, va amener un comportement. On ne travaille pas trop là-dessus, il faut aller voir les psychologues. Mais ça peut libérer pas mal de choses comme ça. Donc ça, c'est le travail en groupe. On va souvent mettre la personne justement dans une position inhabituelle pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est important parce que on est souvent... Vous voyez, ça bouscule aussi notre rapport au travail et à ce qu'on y met derrière. Souvent, on manque un petit peu dans ce monde. Et alors, je vais faire une petite citation, c'est Nietzsche qui a dit « Dieu est mort ». Quand il dit Dieu, il parle de l'amour. Et moi, je peux transcrire l'amour vers la gratuité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, pour apprendre dans cette méthode-là, il faut accepter de la gratuité. C'est-à-dire qu'on va faire un geste sans forcément penser à un résultat, sans forcément avoir envie qu'il se passe quelque chose de bénéfique pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Ça veut dire que si vous faites ça par amour, vous n'attendez pas à un résultat, vous n'attendez pas à un retour forcément. Et c'est ces conditions-là qui vont permettre aussi qu'il se passe quelque chose, parce que votre attention ne va plus être fixée sur quelque chose qui va se passer peut-être dans le futur, ni sur quelque chose qui s'est passé avant, mais sur ce qui se passe maintenant. Donc c'est un formidable outil finalement pour réussir à être dans le présent, à travers le développement de ces sensations-là. Ça c'est un travail en groupe. À la base il avait créé ça en individuel, où là c'est directement, c'est non verbal, c'est avec les mains. Donc on touche des choses un peu plus archaïques, le toucher. Et moi, je vais proposer, par exemple, à la personne de faire des mouvements, de soulever un peu l'épaule et tout ça. Et j'ai encore une fois pas regardé juste une partie, mais voir comment, tiens, l'épaule, elle bouge. Est-ce que le sternum, il bouge? Est-ce que ça emmène la tête? Vous voyez, je regarde tout ce qui se passe. Hop. C'est comme si je jetais une petite pierre, et puis je regarde, tiens, où ça circule. Il y a des endroits, tiens, c'est bloqué. Du coup, hop, on va travailler, on donne du soutien. C'est-à-dire que si je pose mes mains sur un muscle comme ça, et que je soustrait à son travail, il va pouvoir se relâcher. Et ensuite, tout de suite, je remets le truc dans le contexte pour que la personne elle intègre. Donc ça, c'est différents types de manières de travailler. Et voilà, c'est vraiment cette manière de travailler qui m'a amené à cette réflexion sur l'éducation et justement notre rapport au travail. Où souvent le travail c'est associé à un labeur. Il y a même des gens qui disent que ça vient de laborer. Moi je préfère plutôt la définition un peu plus physique, qui est une tension, celle-là je vais noter, vers un but qui rencontre une résistance. C'est-à-dire en fait c'est un élan vers quelque chose dans le travail. On va vers quelque chose et il y a souvent plein de résistances. Nous ce qu'on va travailler ici c'est d'essayer d'enlever un petit peu les résistances. On enlève un petit peu de pierre au sac à dos. Ce qui fait que dans des gestes même quotidiens, se mettre debout, s'asseoir et tout ça, ça va être plus facile et plus léger. Voilà, ça fait 15 minutes. Je pensais pas que ça sonnerait, c'est la première fois que je fais ça. C'est bon. Donc ça, c'est la notion de travail du coup qui moi, j'ai jamais pensé à ça, quoi. Du coup, j'ai pu aussi le mettre dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire, tiens, le travail, qu'est-ce que c'est pour moi? Et comment je peux faire de mon travail quelque chose finalement qui me fait du bien aussi. Ça c'était par rapport aussi du coup à l'effort, parce que du coup j'ai des gens qui viennent, c'est monsieur, madame, tout le monde, et je ressens quand même qu'il y a beaucoup une imprégnation, je ne sais pas si notre société ou quoi que ce soit, mais par rapport à l'effort, vous savez on nous parle souvent de l'effort et de la volonté comme des clés de la réussite. Si vous faites un petit effort, ça va aller. Si vous avez un petit peu plus de volonté, vous allez y arriver. Et là,
tout ça à la poubelle finalement, parce que c'est justement en cherchant le non-effort et la non-volonté qu'on va réussir à trouver quelque chose. Et ça remet en cause pas mal d'idéologies même. Du coup, ça m'a plu. Parce que, voilà, en cherchant le moindre effort, finalement, on va du coup trouver un chemin qui est plus juste et plus adapté à mon système, à mon système vivant. Je parle de système parce que c'était la grande période aussi de la cybernétique, vous savez, c'est la science de la communication au sein d'un système, au sein d'une machine. C'est-à-dire comment chaque élément, chaque partie va interagir avec une autre. Un autre mot que j'ai changé aussi, c'est la contrainte. À travers ce travail-là, on transforme une contrainte, quelque chose qui nous fait chier, en quelque chose qui va nous permettre de découvrir autre chose. Par exemple, si je fais ça, je vais contraindre là ma nuque, qui est habituée à bouger beaucoup, et je vais forcer, tiens, je vais dire à mes côtes, tiens, est-ce que tu peux bouger aussi, toi? Vous voyez, une contrainte, ça peut stimuler une partie qui n'a pas l'habitude de bouger dans ce cadre-là. Et du coup, on peut aussi extrapoler dans la vie en général. Voilà. Donc le fondateur, pardon, j'ai oublié le nom, ça a permis, lui, de solutionner son problème de genou, du coup, cette méthode? Oui. Oui. Sinon, je pense qu'on ne pas là. Oui, il a réussi à trouver un... moi, par exemple, vous voyez, j'ai eu un problème au genou. J'ai fait une grosse chute en escalade. J'ai eu du coup une hyperlaxité au genou. La kiné traditionnelle, ça va être de renforcer les muscles. Okay, je vais renforcer mes muscles. Bon, c'est pas idiot. Avec le Feldenkrais, j'ai travaillé sur mes appuis, sur la stabilité, sur la sensation, vous voyez, entre ma hanche et mon genou et mon pied. Et là, j'ai plus mal. Vous voyez, c'est un autre travail. On passe par l'apprentissage de bouger autrement pour pouvoir régler des problèmes. Ça règle pas tout, mais moi, ça m'a fait du bien. Et lui aussi. Il y a une partie dans le Feldenkrais, je ne sais pas si tu l'as essayé ou pas, c'est le travail sur la voix. Oui. Et on se retrouve à sortir des sons, mais on ne savait pas qu'on avait ça en soi. C'est une découverte pas possible. Ben ça, si vous avez des questions à poser, vous pouvez demander à Mathis qui commence à explorer pas mal le sujet et qui est assez bon. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça fera la bonne transition. C'est facile à appliquer pour quelqu'un qui n'a pas des notions d'anatomie, des notions métabolisme, etc. Alors justement, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce travail-là, c'est que j'ai découvert moi toute mon anatomie, mais sans jamais regarder une planche anatomique. En fait, c'est en se touchant, en se sentant, et il y avait quand même un squelette dans la salle, hein, mais du coup, on apprenait finalement par l'expérience, c'était pas intellectuel. Et du coup, non, je parle pas trop de squelette, j'ai levé le bras. Oui. Et ça, c'est important justement dans l'apprentissage, c'est vous êtes de remettre l'individu finalement aussi au premier plan. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important au-delà du coup de ce travail-là, qui m'a plu moi. Du coup, sortir aussi d'une éventuelle compétition qui crée du coup un mode éducatif élitiste qui va être possible pour que certaines personnes, qu'une frange petite de la population, et les autres, vous n'êtes pas adaptés, vous ne pouvez pas apprendre. Est-ce qu'on peut vraiment oublier des mouvements qui sont devenus réflexes, pour arriver à contrecarrer des mauvaises habitudes parce que finalement, on a l'impression que tu intellectualises beaucoup de mouvements. Mais le jour où tu as besoin de faire quelque chose très rapidement, finalement, l'intellect, là, Alors justement, c'est super intéressant ce qu'il dit. Quand on va vite, on retourne toujours vers un schéma plus archaïque. Quand on est en stress, quand on a un problème, et là on le voit bien dans la société actuelle, quand ça commence à être un petit peu choucouillant, on se rétracte et on revient vers un truc un peu plus archaïque. C'est pour ça que dans le travail, il faut aller... C'est pour ça que je dis que dans le travail, nous on va vraiment dans la lenteur pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et bien sûr, comme c'est une habitude, le principe d'une habitude, c'est que ça revient. Mais à travers la prise de conscience de cette habitude-là, tu peux apprendre au fur et à mesure à tiens, tu t'en rends compte. Alors qu'avant, peut-être tu le faisais continuellement automatique. Tu t'en rends compte et là, tu peux redresser le tir. C'est le principe dans un systémique, on parle de rétroaction. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, si vous lancez un missile, vous voyez, ce qu'on fait tous les jours,
le missile, hop, il va tout droit et pouf, il fonce. Quand il y a de la rétroaction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des informations sur où va le missile et l'environnement autour, l'air, les vents, machin. Tout ça, c'est des informations qu'on va capter. Et avec le retour de ces informations, on va nous permettre de rediriger le missile. C'est un peu ce qui se passe là dans notre mouvement. Voilà. Ça répond à... C'est-à-dire que ça va revenir tout le temps, un peu moins au fur et à mesure. Mais à terme, on peut quand même modifier pas mal de choses. Voilà. Et bien sûr, si tu es en stress ou un truc comme ça, et que tu dois aller vite, bah, c'est le schéma déjà intégré qui revient en premier. Ça veut dire que peut-être le premier truc, c'est de prendre son temps. Quoi. Oui, déjà, voilà. Du coup, voilà. C'est pour ça que ça m'a étonné quand tu disais en conscience individuelle, par exemple, pour les doigts. Bon, moi, j'ai toujours travaillé, appris et pratiqué le guidage à la voix pour que la personne interprète, donne sa propre interprétation de la. Aussi, des renseignements. On ne fait pas de modelage, c'est son chemin et tel d'autres. Alors, c'est pas du tout du. On peut le faire en groupe et chacun va trouver une solution. Je pense que c'est la dernière question. Non, c'est bon. Oui, bah, c'est intéressant ce que vous dites. Justement, moi, c'est pas du modelage que je fais quand je touche la personne, je l'accompagne. C'est-à-dire que si la tête ne veut pas rouler à droite, je ne vais pas la modeler pour qu'elle roule à droite. Ça va me donner une information pour aller donner des outils à la personne, mais à l'aide de mes mains. Vous savez, on peut apprendre du coup à faire quelque chose sans forcément passer par la parole, passer par l'intellect. C'est-à-dire que si je viens derrière Kevin et que je touche son omoplate, là, et que tout doucement on apprend à sentir tous les deux qu'il peut bouger dans une direction, dans l'autre, lentement, c'est-à-dire que je ne vais pas le modeler, mais je vais lui montrer lui ce qu'il peut faire déjà. Et je vais gérer, il y a des gens avec qui ça va aller tout seul et d'autres, déjà si on gagne ça, c'est très bien. Vous voyez ? Et après, la personne, l'idée des séances individuelles s'appelle intégration fonctionnelle. C'est qu'elle puisse intégrer ce qu'elle a vécu à travers réexpérimenter un schéma fonctionnel qui peut être juste lever le bras, par exemple. Vous voyez ? C'est vraiment pas du modelage, et c'est plutôt comme quand, il disait ça souvent, Feldenkrais, quand vous dansez avec quelqu'un, vous n'avez jamais dansé cette danse, il va pas vous expliquer, mais vous le suivez et vous apprenez à danser au fur et à mesure. Vous voyez un peu le truc ? Je ne sais pas si ça vous convient comme réponse. Ouais ? Ah bah oui, mais il était imbuvable. Hein. Comme tous les gens qui créent des trucs un peu... Le corps médical, est-ce qu'ils ont une... Ah pardon. Le corps médical, ils accueillent cette méthode-là ils vont l'introduire. Je vous ai entendu parler d'un kiné. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, ce qui est prévu en France pour en France, les gens qui ont pris cette méthode-là, c'était au début surtout des danseurs, des comédiens, des artistes. Et de plus en plus, il y a des kinés qui viennent. Et vous allez en Allemagne, et depuis longtemps, il n'y a que des kinés quasiment. C'est-à-dire qu'ils prennent ça en plus de tout ce qu'ils apprennent pour complémenter leur travail. Alors, en France, je sais qu'en Suisse, c'est remboursé, je crois, par la Sécu. Oui, parce que pour les psychosociaux du travail, les personnes qui travaillent en bâtiment, etc., ça peut aider en prévention. Et vous voyez, moi, par exemple, pour mon rapport personnel au travail, je suis maraîcher, jardinier et tout, je construis ma maison, c'est physique, ça fait mal au dos. Et tiens, la solution, comme il disait là, de ne pas se presser, c'est tiens, je ne vais pas faire que ce métier-là, je vais faire un métier où je peux prendre soin de moi aussi. Vous voyez, et du coup, là c'est vraiment aller carrément en amont, c'est-à-dire que je ne vais pas réparer ce que j'ai dommagé. C'est un petit peu comme le jardin, soit vous laissez la terre à nu, mais après il faut vous engager à remettre du compost et tout parce que vous avez dégradé la terre, soit vous imitez la forêt, là, et vous laissez des feuilles, vous mettez des arbres et tout ça, et c'est un système qui est plus autonome, qui s'auto-fertilise. Alors, ça ne veut pas dire que l'un et que l'autre il ne faut pas le faire, mais qu'on peut compenser l'autre, qui est quand même douloureux, à terme, avec un petit peu de chaque chose. Et moi, c'est ce que j'ai fait du coup dans ma vie, en fractionnant finalement mes activités professionnelles pour limiter la pression sur mon physique, de porter surtout que le maraîchage, je le fais à la main et tout, donc c'est des brouettes, les pelles, les machins. Voilà. Moi, ça me donne des outils du coup aussi pour me faire, j'ai plus besoin, je vais jamais chez l'ostéo ou quoi que ce soit.
fais mes trucs, alors parfois je me fais aider par quelqu'un quand même. C'est ça qui m'attire aussi là-dedans, c'est que ça autonomise la personne aussi. Ça la rend autonome, elle va pas. Elle prend conscience de ça. Il a écrit 4 ou 5 livres, je crois. Après, c'est souvent mal traduit. Voilà. Très très mal traduit. Par exemple, son premier livre s'appelle Awareness Through Movement. Donc ça veut dire prise de conscience par le mouvement. Et la traduction française, ils ont mis énergie et bien-être par le mouvement. Vous voyez, quand vous lisez le livre, vous vous rendez compte qu'il y a un problème avec le titre parce que c'est hyper politique en plus celui-là. Voilà, le mieux c'est ou parler anglais ou avoir un traducteur. Si tu lis le bouquin, tu as des trucs qui me paraissent bizarres. Il y en a un qu'ils ont appelé la puissance du moi. En plus avec en France la psychanalyse et tout le truc. Et ça s'appelle en anglais The Self-Potent. Alors on va traduire ça. C'est triste parce qu'il parlait mieux français qu'anglais en plus. Il aurait pu écrire ses bouquins en français. Merci Léo.